Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Eh bien, aujourd'hui, après avoir parlé politique et justice, on va parler santé. On va parler santé pour quelque chose, vous savez, vous avez entendu cela, vous avez peut-être des personnes qui sont atteintes de... Qu'est-ce que c'est? Alors justement, est-ce que c'est une maladie mentale? Est-ce que c'est un trouble psychique? Est-ce que c'est tout cela à la fois? Et c'est quelque chose, en tout cas, qui joue un rôle, puisque des millions de personnes à travers le monde, et peut-être plus d'1,5 million de Français en sont atteints, c'est les troubles bipolaires. Qu'est-ce que c'est que la bipolarité? Qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler justement pendant cette heure avec François Lejeune. François Lejeune, vous êtes auteur dans ma tête de bipolaire. Bonjour, aux éditions Erol, un livre vraiment très 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 bouleversant. On vous avait reçu à l'époque, c'était il y a 5 ans. Pour ce livre. Et puis nous sommes avec Dominique Guillot. Bonjour, vous êtes président de Argos 2001. On va expliquer ce que c'est qu'Argos 2001, puisque vous êtes une association nationale de patients, de proches au service des patients, justement touchés par un trouble bipolaire. C'est la bipolarité, c'est votre cœur d'activité. Et Émilie Garandel, vous êtes chargée des opérations de Argos 2001. Alors d'abord, effectivement, je voudrais revenir à vous, François, sans refaire l'entretien que nous avons fait, mais ce qui avait eu beaucoup de retentissement. Et je voudrais aussi signaler que le journal Le Point de cette semaine sort avec une interview exclusive de Nicolas Demorand. Nicolas Demorand, c'est avec Léa Salamé, la personne qui présente la matinale de France Inter, 5 millions d'auditeurs. Et il dit carrément, je suis un malade mental. Et il dit aussi, parce qu'il a sorti un livre là-dessus, mais il dit, je suis un malade mental, il faut arrêter d'avoir peur de dire que nous sommes, nous, des malades mentaux. Oui, nous sommes des malades mentaux, on peut l'assumer. Et il va jusqu'à dire, il serait temps de faire un MeToo des malades mentaux. Mais au-delà de ça, vous, François Lejeune, est-ce que vous, quand on dit je suis un malade mental, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît idoine pour représenter ce qu'est la bipolarité? Alors, je ne suis pas un malade mental. Moi, j'ai vécu un enfer pendant 15 ans de ma vie. J'en suis revenu pour plein de raisons différentes, par concours de circonstances, par rencontre, pour avoir rencontré un médecin qui m'a soigné. Mais 15 ans d'autre vie, vous avez été... ouais. Très malade. J'étais malade de 21 ans à 38 ans, 40 ans. J'ai toujours considéré que j'étais pas malade mental, contrairement à Nicolas Demorand, qui a fait une belle démarche, parce que écrire un livre, c'est une vraie thérapie. Sachant que lui a une bipolarité de type 2, donc c'est une bipolarité un petit peu plus compliquée que la mienne, à soigner, en tout cas, je pense. On va en parler. Je crois qu'il a beaucoup de courage pour venir sur lui en étant un personnage public, de venir en parler. J'ai cru comprendre aussi dans son article qu'il avait été, comme la plupart des bipolaires, comment on dit, tardivement. Il y a une errance diagnostique. Oui, longtemps. Oui. On l'a bourré de médicaments qui lui faisaient, qui aggravaient sa situation, hein, c'est ça. Il parle très très bien des bipolarités, il parle de ces phases complètement dépressives, des maladies psychosomatiques qu'il a développées. Mais que vous avez vécu aussi, vous. Oui, pareil. Alors c'est quoi? Donc, je voudrais qu'on la différence entre la bipolarité 1 et la bipolarité 2, moi je suis de type BP1, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai ce qu'on appelle... je suis monté très haut dans des phases maniaques, donc j'ai pété des câbles à force... d'excès, de pas faire attention à moi, de croire que je pouvais faire plein de choses à la fois, etc. On est quoi, dans un haut état d'exaltation? On devient dingue. André, on devient dingue, on se raconte des histoires. Moi, je me suis pris à un moment donné pour Louis XIV. Je me suis pris pour l'enfant gâté de Claude Lelouch dans l'itinéraire dans l'enfant gâté. On s'invente des scénarios. On part dans une histoire qui peut durer 2 à 3 semaines, des histoires que je raconte dans le livre, et généralement la folie, quand on est en pleine folie, on est par chance arrêté par les pompiers, par les gendarmes, par les policiers, et ensuite on est Sinon on n'a pas de limite. Enfin, dans cette phase-là, on est drogué sans drogue. C'est de la drogue naturelle, c'est-à-dire c'est comme si on prenait de la cocaïne, sauf qu'on n'en prend pas, et qu'on développe tout le côté
dopamine et qu'on est en joie, on est sociable, on est hypersexuel, on prend des risques inconsidérés, on peut prendre sa voiture. Moi, il m'est arrivé de prendre ma voiture en peignoir, d'aller saluer les travelots du bois de Boulogne et de partir à poil vers Orléans en prenant ma douche dans une station Total de routier et ne payant pas l'essence, et les flics m'ont ramené à Neuilly-sur-Seine. Enfin, on peut faire vraiment des folies, on peut sauter d'un bateau, mais ce qui est important pourquoi, enfin, la thérapie du livre, comme lui il l'a fait, c'est très important. Écrivez, en tout cas si vous êtes bipolaire, éditez ou pas, écrivez vos mémoires, parce que si on se rappelle de ce qu'on a fait, si on se rappelle de... Ouais. Et juste François, non, vous parlez de cette phase très haute et très forte, et le down, c'est quoi? Quand on descend, c'est quoi? Eh ben, quand on descend quand on arrive à l'hôpital et qu'on va vous calmer avec une piqûre sédative ou un neuroleptique très fort. Et qu'en fait, tout ce que vous avez imaginé, votre relation avec la nature, toute votre histoire tombe à l'eau. Vous vous retrouvez dans un milieu hospitalier très dur, une espèce de prison, c'est un peu des prisons, les établissements psychiatriques. Moi, j'ai été hospitalisé en Suisse, en Angleterre, j'ai été hospitalisé plusieurs fois à Paris. C'est très dur. Et là, vous vous retrouvez avec toutes sortes de personnes. Ça peut être des autistes, ça peut être des repris de justice, ça peut être des drogués. On n'est pas du tout isolé, on est au milieu de tout le monde. Ouais. Et la dépression vient. La dépression vient, et la dépression chez un bipolaire, moi, la plus longue, elle a duré 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans, seul, par chance. Et c'est vraiment une dépression profonde, totale. Oui, je voulais voir personne, je ne pouvais pas manger sans trembler, je n'avais plus de travail, plus de femme, plus rien, donc plus d'amis. Et quand ça vous arrive à 33 ans, de 33 ans à 36 ans, quand vous connaissez un peu la belle vie et que vous êtes sur une chambre avec des toilettes, grâce à mon père qui m'a alloué une petite chambre de bonne, etc. Je pense qu'il l'a fait volontairement, il aurait pu me remettre dans des conditions peut-être plus agréables. Mais et on subit, on crie, on est tout seul, on crie de douleur. Je rejoins un peu Nicolas Demorand, il parle de détresse totale. Il parle il dit qu'on n'a même pas envie de se doucher. On n'a pas envie de se doucher. Et puis il dit aussi, moi je me rappelle, ma mère me disait, elle me jetait le Figaro sur mon lit, trouve un travail, t'as pas de travail. Ma sœur me disait, mais c'est pas leur faute, hein, parce qu'on parlait de psychose maniaco-dépressive à l'époque. C'est une maladie dont on parlait jamais. Donc bravo qu'il en parle, et bravo qu'on en parle, et bravo qu'on sorte du bois pour en parler, parce que... Et bravo aux associations aussi pour nous aider. Justement, on va en parler. Alors Dominique, justement, on entendait le témoignage de François Lejeune, que encore une fois lisez son livre, hein, dans ma tête de bipolaire, parce que ça dit bien quelque chose vraiment, et quand on ne connaît pas, et quand on est absolument sidéré par ce qui se passe. Alors vous, Argos 2001, qu'est-ce que vous constatez, puisque ça fait maintenant, donc 2001, ça veut dire que vous êtes créé en 2001, ça fait donc 24 ans que vous existez, et d'abord pourquoi vous êtes orienté vers ça, pourquoi vous avez choisi la bipolarité, parce que c'était un choix, j'imagine. Vous parlez de moi ou de l'association? Ouais. Cette association, mais c'est vous aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, qu'en dehors du milieu hospitalier, les gens ont besoin de lieux de rencontre, d'écoute. Et justement, c'est l'objet de notre association, parce qu'on s'adresse non seulement aux patients, personnes qui ont un trouble bipolaire, mais on s'adresse également à leurs proches. Parce que pour les proches, c'est quelque chose qui est compliqué. Les parents, enfin la famille ou autres, les amis. Ouais. Oui. Et donc on a quelque chose qui fonctionne très très bien depuis justement 24 ans, et que moi je souhaite voir diffuser sur tout le territoire, parce qu'à Argos 2001, on a un certain nombre d'antennes. On est une association nationale reconnue d'intérêt général. On est agréé auprès du ministère de la Santé pour représenter les usagers. Et donc dans nos activités, donc on a... Vous êtes complémentaire des hôpitaux en quelque sorte. Oui. Vous ne soignez pas les... C'est bien ça. C'est ça. Vous n'allez pas les bipolaires, non. Mais vous vous occupez de tout ce qui se passe autour. Voilà. Et en fait, si vous voulez, la particularité de notre association, c'est que on a à la fois les patients et les proches. Je comprends. Et alors, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors vous, pendant 20 ans, presque 25 ans, ça donne un recul.
Vous disiez d'ailleurs hors antenne qu'il serait 1,5 million en France. Oui, on estime par la maladie. On estime en fait que dans la population, 2% des personnes sont concernées. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est partagé partout sur la planète, quelles que soient les cultures, les religions, et c'est également partagé dans le temps. C'est-à-dire que si on remonte à plusieurs siècles, voire peut-être plusieurs millénaires, les Romains connaissaient les troubles bipolaires. Ils appelaient ça la folie circulaire. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a une notion en droit pénal qui est toujours en cours aujourd'hui, qui s'appelle l'irresponsabilité pour abolition du discernement. Oui, mais ça ne concerne pas que les bipolaires. Non, tout à fait, mais il peut arriver parfois quand ils sont en crise, comme le disait François, qu'ils ne se rendent absolument plus compte de ce qu'ils font, quoi. Et donc là, le tribunal, effectivement, peut juger responsable. Vous avez fait, alors je regardais votre brochure, Argos 2001, je la montre d'ailleurs, et vous mettez quand même, alors vous êtes sûr qu'ils étaient les bipolaires, parce que je vois Balzac, je vois Churchill, je vois Cary Grant, je vois Marilyn Monroe, je vois Van Gogh, Hemingway, Oscar Wilde, Audrey Hepburn, Vivian Leigh. Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, en 2025, les médecins peuvent faire ce qu'on appelle l'anamnèse. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le mot anamnèse. En fait, c'est la biographie médicale d'une personne. Et même personne morte depuis longtemps. Exactement, parce que en fait, si vous voulez, au travers de la vie de quelqu'un, eh ben, on peut arriver, un médecin, donc peut dresser un tableau clinique, effectivement, à partir d'éléments factuels, donc caractériser les troubles bipolaires. C'était le cas effectivement de Vincent Van Gogh, puisque il y a une journée mondiale des troubles bipolaires qui a lieu chaque année le 30 mars, qui est sa date anniversaire de naissance. Et d'ailleurs, c'était hier alors. Voilà, c'était la journée mondiale de la bipolarité. Des troubles bipolaires. Des troubles bipolaires. C'est Argos qui l'organise. Voilà, et on l'a organisé pour la 11e année consécutive. On a commencé en 2015. Au niveau international, ça avait commencé en 2014. Et depuis 2015, en fait, Argos 2001 fait cette journée mondiale. Et cette année, c'était autour de la parentalité. C'est-à-dire comment faire lorsque je suis atteint d'un trouble bipolaire, que je suis un homme, je suis une femme, est-ce que je peux envisager d'avoir des enfants ou pas? Quand je suis enfant d'un parent qui a un trouble bipolaire, comment faire en sorte pour que ça puisse se passer du mieux possible? Et donc, on va en parler tout de suite après cette petite pause. On va parler de cette action et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on fait, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. La bipolarité, ça concerne des millions de gens, ça concerne des millions de parents, d'amis, etc., de gens qui sont bipolaires. Émilie Garandel, vous êtes chargée des opérations de Argos 2001, mais vous-même, vous avez été ou vous êtes bipolaire. Alors pour vous, comment vous le viviez? C'est quand même très important de parler de son vécu. J'ai vécu longtemps dans l'ignorance de ce qu'était cette maladie. J'ai été diagnostiquée au bout de 14 ans après le déclenchement de cette maladie. Donc je suis tombée malade à 18 ans. 18 ans, première dépression, rentrée à l'université, choc émotionnel, et ensuite j'ai enchaîné les dépressions pendant longtemps. Et vous ne saviez pas ce que c'était? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors, qu'est-ce que vous sentiez, quoi? Dépression forte? Dépression forte, parfois dépression plus calme, mais honnêtement, je me suis accrochée à mes études. Je me suis accrochée à l'université. Vous faisiez quoi comme études, si c'est pas... J'ai un master en espagnol, donc j'étudiais à l'époque l'espagnol, et c'est vrai que je me suis vraiment accrochée à ça, sachant que j'ai pas eu d'entourage aidant, j'ai pas eu des parents protecteurs, j'ai pas eu tout ça. Moi, c'était mais arrête de te mettre la tête à l'envers pour rien. C'était ça ce que j'entendais. Donc forcément, je me plaignais pas. On vous disait quoi? Et on vous disait on me voyait prendre des médicaments parce que je voyais un psychiatre, mine de rien, mais qui n'a jamais su diagnostiquer suffisamment tôt la maladie. Et c'est lors d'un changement de phase hypomane, que j'ai vécu en 2016. C'est quoi la phase hypomane? Alors, la phase hypomane, contrairement à ce que décrivait François dans le type 1, c'est la bipolarité 2 qu'elle a élevé. Moi, je suis dans la bipolarité 2. C'est plutôt une bipolarité qui affecte surtout sur le côté dépressif. D'accord. Et ce que l'on voit, c'est en phase haute, ça va être une phase hypomane qui va être plus légère en matière
matière de manifestation que la phase maniaque. Ah oui. Donc, vous n'êtes pas dans le séance dans le haut, style je vais prendre un peignoir et aller à Orléans. Tout à fait. Vous, c'est pas ça. Hein. Non, moi c'était, je suis un peu plus irritable, je parle un peu plus vite, je passe du coq à l'âne un peu trop vite, je pense très très vite. Et ce qui s'est passé en phase hypomane pour moi, c'est que le sommeil, j'ai une rupture de sommeil. Ça s'est peu à peu, en quelques mois, le bon sommeil s'est progressivement arrêté. Et ensuite, presque complètement. Vous étiez insomniaque. Et en septembre 2016, j'ai été 6 nuits sans pouvoir dormir de suite. C'est-à-dire qu'un être humain normalement constitué peut vivre jusqu'à 10 nuits maximum en se shootant la Red Bull. Peut vivre avec comme ça. Et j'ai perdu connaissance à la dernière nuit. J'ai développé une arythmie cardiaque. Ça a été épouvantable. Et là, vous avez été. Et quand est-ce qu'on vous a dit c'est la bipolarité, vous êtes bipolaire? Quand est-ce que vous avez eu connaissance, disons, de ce qui C'est lors d'une annonce de divorce où ça a été extrêmement dur. Il a fallu que je sois hospitalisée d'urgence, où j'ai plongé d'un coup et on m'a dit voilà, vous manifestez des troubles bipolaires depuis quelques temps. Et votre privation de sommeil, que moi je demandais de l'aide, j'allais voir des médecins et tout, et on me rigolait au nez. On me disait non mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et à un moment donné, j'ai arrêté de demander de l'aide. J'avais abandonné. Après tout. Alors vous disiez, mais voilà, parce que je cherchais de l'aide et puis j'ai pas la tête d'une bipolaire. Enfin, comme on dit souvent, Émilie, quand on te voit, on dirait pas que t'es malade. Donc, et c'est à l'hôpital que là, on m'a dit que c'était que j'étais atteinte de trouble bipolaire, qu'on m'a mis le seul régulateur de l'humeur qui me correspond, parce qu'après chaque personne a sa façon de gérer et d'accepter physiologiquement aussi un traitement. On met pas le même à tout le monde, c'est particulier. Donc et c'est vraiment en 2017, lors d'une nouvelle hospitalisation, là que j'ai compris l'ampleur de cette maladie. Et là, je me suis dit ok, donc c'est un gros morceau que j'apporte. Ouais. Alors. Oui, François. Ta bipolarité ressemble beaucoup à celle décrite par Nicolas Demorand, c'est-à-dire pas une phase maniaque, mais une phase super en forme, pas vraiment un pétage de plomb, mais une phase ultra sociable. Je parle vite, je deviens irritable, mais tu n'as pas comme moi. Sauf que le gouffre est beaucoup plus important, apparemment. Oui, c'est le mot. Oui, c'est très important que je vais en parler un peu pour toi une minute. Les bipolarités de type 2 peuvent, s'ils sont pas stabilisés, être pour une contrariété, pour une remarque. Être mortels. Peuvent aussi aller jusqu'au suicide. Ça, c'est la phase terminale de la dépression. Mais quand elles sont pas stabilisées, on peut être submergé par des émotions dépressives, être d'un coup extrêmement triste et s'isoler toute seule. Et c'est une bipolarité différente de la mienne, où moi je m'installe dans la dépression. Je m'installe 1 an, 2 ans. C'est la même, et avec la phase maniaque en plus. Je comprends. Dominique Guillot, vous avez donc rencontré, puisque quel est alors effectivement ce que vous dites, et je vous entends tous les trois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bipolarité, il y a peut-être des centaines de bipolarités, voire des milliers de bipolarités. Évidemment, il y a des points communs, bien sûr, sinon ce ne serait pas qualifié. Il y a des dénominateurs communs. Mais vous diriez que ce que vous recueillez, et aussi, je voudrais avoir, puisque vous vous occupez des parents et des familles, comment c'est ressenti, cette bipolarité, par les proches? Qu'est-ce que vous recevez comme témoignage de ce point de vue-là? Si vous voulez, c'est quand les proches sont, on va dire, confrontés, donc soit leur conjoint, soit leur enfant, qu'on leur dit qu'il y a un trouble bipolaire, quoi. C'est un choc, quoi, parce que souvent, on ne s'y attend absolument pas. Est-ce qu'ils savent ce que c'est quand vous leur en parlez? Est-ce que quand les parents, je parle pas d'eux-mêmes, découvrent ça, et bipolaire, ils savent ce que c'est ou pas du tout? Non, pas du tout. Même si, parce que souvent dans le langage courant, on dit parfois, oui, de toute façon, t'as des variations d'humeur, t'es bipolaire comme tout le monde. Mais en fait, non, les variations d'humeur, c'est pas que ça peut être très grave. C'est pas la cyclothymie. Non, parce que en fait, voilà, cyclotymique. Tout à fait. Voilà. Alors, si vous voulez, la cyclothymie, ça fait partie des troubles de l'humeur, mais en fait, ce sont des troubles légers et c'est pas considéré comme un trouble psychiatrique. Rien à voir avec ce dont vous C'est une question d'intensité aussi de curseur, quoi. Et en fait, nous, on est là pour informer aussi bien les patients que les proches, quoi. Voir comment ça peut évoluer dans le temps. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à... Alors aujourd'hui, on n'en guérit pas, mais en revanche, on peut se rétablir.
et avoir une vie quasi normale en mettant en mais c'est place quelque chose qui nous accompagne toute la vie, enfin pour les bipolaires. Aujourd'hui, oui. Mais on peut stabiliser. Tout à fait, ça, tout à fait. Moi, je connais des personnes qui ont un trouble bipolaire qui sont stabilisées depuis des années et des années, quoi. Et qui n'ont pas, qui évitent les grands sursauts, quoi. Oui, parce que si vous voulez, le patient acquiert, je pense que François et Émilie pourront confirmer, mais au cours des années, en fait, une expérience. Et on voit arriver ce qu'on appelle les prodromes, c'est-à-dire les signes avant-coureurs. C'est très important. Soit quand ça va monter, soit quand ça va descendre. Et donc là, à ce moment-là, le patient va prendre contact avec son psychiatre pour ajuster son traitement. Et du coup, on va éviter une rechute. Alors, on va continuer à parler de tout ça après cette petite pause. Je voudrais que François et comme Émilie parlent de ça, de ces signes. Et juste un mot aussi, est-ce qu'il y a une discrimination sociale, une distanciation avec les bipolaires? Je crois qu'il ne faut pas aussi parler de ça. Bien sûr. Ils sont malades, on sait très bien, il n'y a pas, on sait que les malades, est-ce qu'il faut s'éloigner ou pas? Il n'y a pas que pour les bipolaires que ça joue, mais ça joue aussi. On en parle tout de suite avec vous trois, après cette petite pause. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Et que sont les états de la bipolarité? De quoi la bipolarité est-elle le nom? On en discute avec François Lejeune. Je rappelle, auteur d'un livre remarquable, Dans ma tête de bipolaire, qui est paru il y a 5 ans aux éditions Erol, mais que vous pouvez trouver et que je vous recommande. Dominique Guillot, qui est président de Argos 2001, cette association qui s'occupe depuis donc 25 ans pratiquement des troubles bipolaires. Et d'ailleurs, encore une fois, je rappelle, je le dis, écoute, vous vérifierez, mais que dans votre brochure, que, encore une fois, de Balzac à Churchill, en passant par Hemingway et Oscar Wilde, beaucoup de bipolaires. Et puis Émilie Garandel, chargée des opérations de Argos 2001, qui nous disait aussi qu'elle était bipolaire, mais que, Émilie, vous avez trouvé, depuis quelques années, un équilibre, parce que tout ça peut se stabiliser. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui jouent justement dans la stabilisation des troubles bipolaires. En effet, il y a l'aspect médicamenteux. Donc on utilise dans les troubles bipolaires les thymorégulateurs, régulateurs de l'humeur, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ce sont des médicaments, les régulateurs de l'humeur. Voilà. C'est ça, oui. Moi, ça m'a sauvé la vie, hein, vraiment. J'ai une grande reconnaissance pour les régulateurs de l'humeur. Mais après, il y a beaucoup de choses il faut apprendre à connaître la maladie. Il faut comprendre comment soi-même on fonctionne, parce que chaque personne est différente. Moi, honnêtement, j'ai mis beaucoup de choses en place. Je fais très attention à l'hygiène de vie. Je fais très attention au cycle sommeil-veille. Je suis très prudente. Je remplis ce qu'on appelle un tableau de l'humeur qui me permet de voir si des fois. Ouais. Voir où vous en êtes. C'est ça. Et surtout, ça permet d'avoir un recul, par exemple, de dire, il y a 3 semaines, un mois, finalement, j'étais plus fatiguée que ce que je pensais. Et ce recul est très important. Mais vous le mesurez comment, concrètement? Vous faites un graphique? C'est tout à fait ça. C'est un graphique. Je note les heures de sommeil. Je note les moments où je me suis sentie un peu plus mal. Pourquoi? Par exemple, on peut parler des signes annonçateurs des troubles bipolaires. Chez moi, on va en ce qu'on appelle les prodromes. Donc, c'est quoi concrètement, par exemple? Alors, chez moi, en fait, c'est par exemple, je vais commencer à sentir que je monte un petit peu. Quand je vais commencer à devenir hypersensible au niveau auditif, hyperacousique et hypersensible à la lumière. Là, je me dis attention, pause. Donc j'éteins tout, radio, télé, écran, j'éteins tout. D'accord. Quand vous sentez auditivement et du point de vue de la lumière. Oui, et ça, chez moi, c'est un signe annonçateur. Et j'ai appris à connaître ça, en fait. C'est une maladie qui nécessite de se comprendre et c'est une maladie qui nécessite d'être acteur de sa maladie. On ne dépend pas du psychiatre, on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est soit on doit vivre avec et apprendre avec. C'est une très belle leçon d'autonomie. Tout à fait. D'apprentissage de l'autonomie. Et je pense que apprendre ça, moi, honnêtement, ça fait 8 ans que je suis stabilisée. Ça me permet d'avoir une très très grande liberté dans ma vie. Écoutez, en tout cas, c'est passionnant. François Lejeune, vous hors antenne, vous disiez, j'ai même rencontré des bipolaires heureux, moi, par exemple. Mais alors, on est toujours un peu bipolaire, bien sûr, quand on l'a été pendant 30 ans, mais je me considère pas comme malade mental et je suis un garçon très heureux de 57 ans. J'ai cette chance de rire souvent, j'ai cette chance de partager, j'ai cette chance de vouloir encore plus travailler en faisant attention, parce que quand on travaille trop, on peut
ça peut revenir et il faut le savoir aussi, il faut le détecter, ou quand on boit trop, ou quand on veut plus se coucher. Moi, c'est un signe chez moi quand je veux plus me coucher, que je vais enchaîner sur une deuxième boîte de nuit. Je me dis, il y a un petit problème. Et alors, je vais boire un dernier verre et je vais me coucher, je vais dormir. Le sommeil, c'est primordial, c'est pour ça que. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je suis heureux et c'est un message que j'ai voulu développer en racontant ma maladie dans ce livre. Et bientôt, dans le futur film qu'on est en train d'écrire avec Juliette Lambeau, je répète 2 fois parce qu'elle aime bien Juliette, et Laurent Junca qui est dans le cinéma et dans le théâtre. Vous faites un scénario de film, vous voulez en faire un film. Exactement, et on va faire un film sur la bipolarité, beaucoup plus coloré que ce qu'on voit en ce moment dans le cinéma français, où c'est surtout le bipolaire avec sa famille et ses enfants, et ça tourne en rond, et nous on veut raconter l'histoire d'un jeune homme qui n'avait rien pour qui est votre histoire. Voilà, qui est mon histoire, qui n'avait rien pour être bipolaire. La vie a fait qu'il soit devenu bipolaire à 23 ans, et à 40 ans, ou à 42 ans, il s'en est sorti, et depuis ça va très bien. Quel bonheur. Ben, en tout cas, c'est une très bonne chose de raconter qu'on peut s'en sortir à sa manière, mais c'est-à-dire qu'on peut arriver à un état, effectivement, de vie, et de vie pleine, quoi, parce que c'est ça. Hein. Et il faut vivre comme un sportif. Enfin, je m'entends, parce que je veux dire, il y a un moment donné, il faut une hygiène, une discipline de vie. Alors moi, je bois, je mange, mais il y a un moment donné, le week-end, je vais partir marcher, je vais nager, je m'équilibre. Quand on sent un peu l'excitation monter, il faut redescendre. C'est les montées qui sont dangereuses. Si la montée, c'est-à-dire l'excitation, la surexcitation, et puis après le début d'hypomanie, et pour moi la folie, si je la vois pas venir, si j'ai pas les clignotants, on part. Et dès qu'on part, faut le savoir. Il faut le repérer. Je dis ça pour tous les bipolaires qui sont en ce moment stabilisés. Parce que les bipolaires qui sont dépressifs en ce moment, ils vont pas m'entendre. Les bipolaires qui sont en phase up en ce moment, ils vont pas m'entendre. Mais 2 tiers ou un tiers des bipolaires sont en phase euthymique, donc stabilisés. C'est maintenant qu'ils doivent faire attention. Que ça soit en BP2 ou en BP1. C'est maintenant qu'ils doivent aller sur la durée. C'est très important. Et repérer ce qui les a fait chuter pour ne plus jamais rechuter. Donc ça veut dire, vous n'êtes pas en pilotage automatique, vous êtes en pilotage contrôlé par vous-même. Exactement. Avec l'aide des psys, etc. Les outils qu'on nous donne. Alors je voudrais revenir justement à l'entourage de Dominique Guillot, puisque c'est aussi une des tâches et une des activités de Argos 2001. En fait, comment les gens réagissent? Est-ce que les gens réagissent en disant « Oh là là, je dis pas maladie honteuse, non, mais oui, mais alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut arriver ?» Je parle de l'entourage. Hein. Est-ce qu'ils peuvent devenir violents? Est-ce que comment c'est vécu parmi les témoignages très nombreux que vous avez? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, l'entourage, il est assez désemparé au début, hein, quand il connaît pas du tout cette maladie. Quoi. Il se demande comment il faut se comporter, quoi, vis-à-vis de la personne, parce que quand on est en phase basse, souvent on dit allez, bouge-toi, tu vas y arriver. Quand on veut, on peut. En fait, non, ça ne marche pas pour quand personne. C'est pas lui donnant des allez, vas-y, remets-toi, etc. Et quand on est en phase, quand la personne est en train de monter, à un moment donné, parfois, on n'a pas d'autre choix que de faire hospitaliser la personne pour la protéger en fait d'elle-même. Donc on fait ce qu'on appelle une hospitalisation à la demande d'un tiers. Et voilà, donc le tiers en général, c'est la famille. Enfin, le plus souvent, c'est la famille, ça peut être des amis, quoi. Oui, et c'est pour ça que nous, si vous voulez, on a lancé depuis l'année dernière des séances de psychoéducation, donc pour les patients et pour les proches. C'est-à-dire comment vivre entre guillemets du mieux possible avec cette pathologie donc de troubles bipolaires. Et ça fonctionne très bien. Et alors le paradoxe du Covid, parce qu'on n'en a pas parlé, le Covid d'un autre côté a été un révélateur de certaines pathologies, hein, les gens où on allait pas bien, mais alors d'un autre côté aussi, nous on a basculé toutes nos activités de groupes de parole et d'accueil personnalisé, et également de conférences en numérique, donc en visioconférence. Oui, parce que confinement oblige, voilà. etc. Et donc nos séances de psychoéducation sont conduites en fait par un trinôme, un médecin psychiatre de l'hôpital Fernand Vidal à Paris, une psychologue de cet hôpital, et une bénévole de l'association. Donc il y a une bénévole pour les patients et une bénévole pour les proches. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et en fait, c'est également donc prouvé que lorsque les patients et également les proches, mais surtout les patients, donc connaissent le fonctionnement de cette pathologie, et ben en fait ça va diminuer de manière importante les rechutes.
Oui, vous voulez dire la connaissance change tout. Tout à fait. Oui. Et quelque chose, François en a parlé, mais effectivement qui est très important, Émilie aussi. Le plus important, c'est le sommeil. Dès lors que vous commencez à plus dormir, alors là, ça devient très inquiétant. Oui, vous voulez dire le manque de sommeil ou l'absence de sommeil est un signal fort. Ah oui, là, c'est un signal vraiment qui revient en permanence. Devrait faire sur France Inter le soir. C'est mieux pour lui, pour Nicolas. Oui, alors, oui, ce que vous disiez, François Lejeune, vous donnez un conseil à Nicolas Demorand. Mais oui, il se lève à 2h30. Qu'il abandonne le matin et qu'il fasse l'émission du soir. Qu'il fasse le soir, il va être beaucoup mieux. Il va se sentir beaucoup mieux. Ça va être un changement. Parce qu'il se lève à 3h du matin. C'est impossible de bien dormir à 3h. Ça veut dire que si on est un peu insomniaque, on va se coucher à minuit. À 3h, on va se réveiller fatigué et on n'a pas dormi. C'est pour ça, je pense, très sincèrement, je crois que c'est un grand journaliste et ça, je ne le suis pas, mais au niveau de la maladie, je m'y connais un petit peu. Si je devais lui donner un conseil, Nicolas, dormez plus et faites une émission du soir. Vous étiez très bien. Conseil de François Lejeune, Nicolas Demorand. Voilà, écoutez, et je vais acheter votre livre pourtant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Michel Barnier avait décrété l'année 2025 pour la France, année de la santé mentale. Grande cause nationale. Sachant que la psychiatrie, le parent pauvre de l'hôpital, est-ce que tu as senti des changements, des donations, des actions? Est-ce qu'on est vraiment en santé mentale? On va en parler juste, mais on a justement un auditeur et une auditrice Anne, qui appelle de Chalon-sur-Saône. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Bonjour Anne, on vous écoute Anne. Alors, je voulais témoigner du fait d'avoir vécu pendant pas mal d'années avec un homme qui a été décrété bipolaire à l'âge de 70 ans. 70 ans, oui. Il se trouve que je l'ai rencontré en 99. C'était un homme extrêmement jovial, gai, avec très créatif, architecte, peintre. Et pendant 15 ans, il est resté dans cet état-là, tout le temps en position haute, très très enthousiaste. Et tout d'un coup, au moment où il a pris sa retraite, il s'est écroulé. Et il a été hospitalisé 2 fois. Et là, les médecins m'ont dit, il a une bipolarité. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Vous le connaissez à ce moment-là depuis longtemps? Depuis 15 ans. On 15 ans. Ensemble depuis 15 d'accord, ans. c'est au bout de 15 ans, ils vous ont dit, donc, il a une bipolarité, c'est ça? Parce qu'il était hospitalisé. Oui, c'est parce qu'il était hospitalisé. Et là, il s'est écroulé d'un coup. Et les médecins, le psychiatre m'ont expliqué que ça pouvait arriver, une bipolarité, sur du long terme. C'est-à-dire qu'il était tout le temps en position haute, et quand il s'est écroulé, alors il avait fait des achats compulsifs, acheté des appartements, et il ne voulait plus rien vendre. Et là, il était pris à la gorge, et il menaçait de se suicider, il pleurait toute la nuit. C'est pour ça qu'il était hospitalisé. BP2. Oui. BP2, parce qu'il y a très peu de phases maniaques. BP2. Pardon, Madame Émilie, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous en... Oui, Anne, allez-y. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, ce que je voulais dire, c'était extrêmement compliqué pour l'entourage, parce qu'en fait, les psychiatres disent tout de suite c'est la bipolarité, c'est très bien. Mais par contre, moi, heureusement qu'Argos était là, et Argos était présente, donc on y est allés tous les deux et je crois bien qu'il continue parce que depuis 7 ans on s'est séparés. Enfin, c'est moi qui l'ai quitté parce que ça devenait invivable. Difficile. Et en fait, il voulait être seul. En plus, j'avais un fils Asperger, donc je pouvais pas assumer les deux. Et en fait, il a besoin d'être seul. Et il vit maintenant, il est stabilisé, il est sous lithium, et il est très heureux, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de phases hautes. Il est arrivé à réguler cette bipolarité, mais qui était absolument subite. Enfin, tout d'un coup, subite, elle existait depuis longtemps, mais vous l'avez su à ce moment-là, c'est ça. Absolument. Merci Anne. Alors moi... Oui, merci beaucoup Anne et merci pour votre témoignage. Justement, on va en parler. Donc voilà, c'était un de vos patients ou clients, Dominique Guillaume. Usager, on dit. Usager, on dit. Oui, je parle de client. Oui, mais moi ça me gêne pas le mot client. Okay. Mais une chose quand même, il parle du lithium. Moi, je croyais que le lithium terre rare, c'était pour les portables, pour tout ça. Le lithium donc jouait un rôle non négligeable dans le traitement de la bipolarité. Oui. Alors, pas chez tous les patients, mais chez les patients chez qui il fonctionne, c'est effectivement un médicament princeps, comme on dit, vraiment important. Enfin, Émilie, tu peux en parler plus facilement que moi, mais il existe depuis une 50aine d'années.
Ouais, c'est intéressant parce qu'on ne le connaissait pas. Enfin, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant. Connu sous un nom, puis je vais vous raconter quelque chose, si vous me permettez une anecdote. Allez-y. Donc le nom commercial, c'est Theralite. Et un jour, dans une conférence, qu'on organise des conférences mensuelles depuis des années avec des psychiatres, il y a un psychiatre qui dit comme ça, si vous êtes patient et que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, eh bien, allez à la pharmacie du coin et demandez quel médecin psychiatre prescrit du lithium. Et là, vous êtes sûr que ce psychiatre va connaît la pathologie. Vous allez gagner du temps. Écoutez, conseil à tous les auditeurs qui soit sont victimes, soit connaissent des personnes qui... c'est vraiment intéressant. Le lithium ne va pas à tout le monde. Le lithium peut avoir des effets secondaires. Alors après, on joue avec d'autres médicaments parce que ça peut toucher les reins et tout ça. La thyroïde. On fait des lithiémies. Moi, je fais des lithiémies tous les 3 mois. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Qu'est-ce que la bipolarité? On en discute depuis 3/4 d'heure avec François Lejeune, avec Dominique Guillot et avec Émilie Garandel. Alors justement, je voudrais peut-être faire un tableau, peut-être des soins. Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on est en France bien équipé, ou en tout cas assez équipé ou pas, sur le traitement, sur le suivi de gens des bipolaires? Émilie? Suivi, oui, quand on est en structure hospitalière ou en clinique. Après, c'est vrai qu'en médecine de ville, une fois sorti de l'hôpital ou de la clinique, c'est plus compliqué. Donc, c'est là que on a les Argos 2001 qui vient en aide aux personnes en attendant qu'elles puissent voir un psychiatre. Parce qu'aujourd'hui, trouver un psychiatre, c'est extrêmement difficile. C'est comme, imaginez, vous avez de l'hypertension, vous voyez un cardiologue, mais on vous dit, monsieur, je suis désolé, je peux pas vous recevoir pour votre arythmie cardiaque avant 3 mois. Mais c'est comme un diabétique en disant, monsieur, je fais du diabète, mais je suis désolé, monsieur, je ne peux vous recevoir pour régler votre insuline que dans 3 mois. Mais vous dites qu'il y a il y a une rareté, enfin, on a une pénurie grave de médecins. Si je peux me permettre. En province, oui, sur Paris, ça va, mais dans les territoires... Énormément. Si je peux me permettre, moi j'ai été hospitalisé longtemps dans les 3 hôpitaux parisiens connus, qui s'appellent Sainte-Anne, Villejuif et Sainte-Geneviève-des-Bois. Je veux dire, il y a très peu de médecins. Il y a un service où on est soigné par les infirmières et les aides-soignantes. On peut être hospitalisé 6 semaines et voir le médecin 1 fois par semaine, qui est même pas spécialisé sur les troubles bipolaires. Je veux dire, c'est des usines à nous calmer, à nous mettre des camisoles chimiques, à nous faire entrer dans des dépressions profondes. Et derrière, il y a des CMP qui jouent, des centres médico-psychologiques, qui jouent le relais de l'hôpital en hôpital de jour, pour vous influer des piqûres à effet retard. Alors, il y a ça aussi, c'est très difficile. La situation des hôpitaux, elle est très difficile. Très difficile pour tout le monde. Et dans le privé, il y a très peu de psychiatres spécialisés en troubles de l'humeur et en troubles bipolaires. On manque de psychiatres en France, sauf à Paris. À Paris, il y a une concentration de psychiatres, mais sinon, effectivement... Peut-être que la concentration des malades mentaux est plus importante. Oui, je sais pas. Mais alors, c'est vrai que dans les centres médico-psychologiques, il manque aussi de psychiatres. Vous parliez, Dominique Guillot, hors antenne, d'une association, enfin d'une fondation fondamentale. Voilà, la fondation fondamentale. Tout à fait. Alors, cette fondation, en fait, est une fondation de recherche scientifique, mais qui a mis en place en France des centres experts
pour 4 pathologies, pour les troubles bipolaires, les troubles schizophrènes, les troubles du spectre autistique et la dépression résistante. Et ces centres, pour nous, sont très importants parce que, concernant les personnes qui ont un trouble bipolaire, en fait, pendant 2 jours, ils vont avoir tout un tas d'examens et ça va permettre de confirmer ou d'infirmer un diagnostic et puis d'ajuster le traitement, quoi. Donc là, il y a un risque qui pèse sur ces centres en ce moment, qui ne seront peut-être pas financés. Voilà, ils sont financés par qui, là, pour le moment? C'est par l'État. Par l'État, donc, il y a également... Et il y a économie, c'est ça, oui. Il y a une réorganisation, donc nous, on a peur que ces centres experts disparaissent, et pour nous, ils sont vraiment très importants dans le parcours de soins, parce qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de faire appel à eux. Et puis surtout aussi, ce sont des centres de recherche, quoi, et qui font de l'innovation dans le domaine de la psychiatrie, et avec des résultats très intéressants. En fait, effectivement, comme toujours, il y a ce problème, ce problème de financement, ce problème de pas de subvention, parce que c'est extrêmement nécessaire. Et on connaît le problème de la santé en France et des hôpitaux, malheureusement. Enfin, alors qu'on était le meilleur, en principe, meilleur système de santé du monde en ce moment, on est en ballottage, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais pour revenir en fait, parce que juste pour vous dire, si des gens veulent s'adresser à l'Argos, à Argos 2001, comment ils font? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet qui est argos2001.net. Argos2001.net. Là, vous trouverez toutes les informations, donc toutes les activités que nous dispensons sur le territoire. D'accord, oui. Et nous avons, je l'ai pas dit encore aussi, je crois, nous avons une ligne d'écoute téléphonique nationale. Quel numéro? Important. Vous le connaissez? Alors là, je l'ai pas en tête. Attendez, je vais le donner. Où est-ce qu'il a? Vous avez des antennes. Non, mais le national, c'est ça? Allez-y, Émilie. C'est quel numéro? La permanence téléphonique nationale, c'est le 01 46 28 01 03. 01 46 28 01 03. Voilà. Pour si effectivement vous avez envie, pour vous, l'un de trop proche de suivre ça, allez-y. François Lejeune, dans votre tête de bipolaire aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, vous en êtes où? Encore mieux. Encore mieux. Mais pas trop heureux, faut jamais être trop heureux. Mais encore mieux, c'est vrai que il y a la thérapie du livre, il y a le fait de pouvoir en parler. Moi, je sais qu'Argos fait des prises de parole avec les malades, et moi, un petit peu l'avenir, c'est de donner un petit peu du courage et de l'espoir aux malades qui s'en sont pas sortis. Je crois qu'on on en a parlé un peu. Ça, c'est un peu l'avenir. Et puis, c'est la suite des choses. C'est continuer à être heureux en famille, dans mon travail. Et voilà, avoir la santé, la forme. Je suis vieux maintenant, André, 57 ans. Mais non. Et Émilie, vous êtes heureuse aujourd'hui? Je suis bien dans ma vie, ouais. Vous êtes bien dans votre vie? Ouais. Bon, écoutez, c'est l'essentiel. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous donnez un message, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui peut atteindre, et vous, comme vous dites, au suicide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie il y a des gens qui tuent. Il y a des gens il y a des bipolaires agressifs qui deviennent psychocriminels. En fait, ce n'est pas des sautes d'humeur, c'est des montagnes russes d'humeur. C'est des toboggans d'humeur, quelque part. Submergés par l'émotion d'un côté ou de l'autre. On appelait ça psychose maniaco-dépressive. C'était le mot qui faisait peur. Et bipolaire, c'est le mot un peu plus convivial, on va dire. Un peu plus convivial. Mais PMD, absolument. Ça faisait peur. Psychose maniaco-dépressive. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appréhende différemment maintenant les troubles bipolaires. C'est que maintenant, on a des preuves scientifiques comme quoi c'est une maladie physique. Au même titre que quelqu'un va être diabétique, au même titre que quelqu'un va avoir de l'hypertension. C'est pas une maladie mentale, donc c'est une maladie physique. Globale. Voilà. C'est une maladie globale. Exactement. Voilà. Très intéressant, parce que il faut savoir toujours dire les mots et les vrais mots. C'est un dysfonctionnement. Maladie mentale, pas seulement maladie, c'est maladie globale. Voilà. Et c'est très important. Juste une phrase, les bipolaires se cachaient pendant des années, c'était une honte, on cachait son bipolaire, on cachait son fils, etc. Il faut sortir du bois, c'est bien, Nicolas. Vous êtes tous sortis du bois, voilà, vous aussi, François. À très vite, et merci beaucoup, merci à vous trois. Merci à vous. Merci.